nous travaillons avec Microsoft, mais aussi adapté à vos besoins, même s'il y a de la personnalisation transnumérique, incluant le groupe ADNM, ça rime avec tout le développement des propriétés intellectuelles qui ont été faites autour de Microsoft. Le groupe ADNM, en fait, est basé au Canada avec ses filiales. Bien entendu, la filiale africaine est transnumérique et qui existe depuis plus de 20 ans. Et elle offre beaucoup de solutions d'affaires et de services conseils automatisés dans les entreprises. Elle est certifiée solution Microsoft Partner Gold, bien entendu reconnue dans plusieurs journaux, notamment le CIO Review. Nous pouvons également mentionner plusieurs outils qui ont été développés, comme je le mentionnais tantôt, au niveau de Microsoft Dynamics, qui est connu même par Microsoft. Et également, nous couvrons tout ce qui est maintenance au niveau de la GMAO et tout ce qui est logistique autour des outils Microsoft. Tout ça est intégré et nous vendons comme des ERP avec nos clients et nos partenaires. Globalement, en termes d'offres gratuites, nos piliers au niveau de l'industrie 4.0 couvrent tous ces aspects-là, comme vous le voyez au niveau de la gauche. Okay? Vous voyez ces points-là au niveau incluant la cybersécurité. Nous parlons bien entendu de big data, nous parlons de l'intelligence artificielle. Il y a tous ces éléments-là qui tournent autour de l'industrie 4.0 et incluant l'info nuagique. Bien entendu, nous sommes là pour vous accompagner et nos offres tournent autour du support également, notamment on parle de support Microsoft Azure. Nous parlons également de l'infrastructure cloud, nous parlons des logiciels autour de Microsoft et des services professionnels pour accompagner nos clients. Pour vous donner quelques références, ça c'est juste quelques références qui donnent un aspect global de où le groupe se situe à travers le monde et également où le groupe la transnumérique se situe à travers la sous-région. Bien entendu, on parle du gouvernement, on parle des banques, on parle des industries et j'en passe. Sans plus tarder, je vais passer la parole à notre expert sécurité, puisque j'imagine que vous êtes là aujourd'hui pour avoir un peu de sensibilisation sur ce sujet assez important pour tout le monde. OK, Fandiri Diabaté, je vous laisse la parole. Je vous remercie. Tu es sur mute, Fandiri. Est-ce que maintenant vous m'entendez? Oui, nous t'entendons. Ok, bonjour à tous. Je suis Fandiri Diabaté, je suis Cloud Specialist chez Microsoft. Aujourd'hui, je suis responsable produit sur Azure, mais je viens avec 12 ans d'expérience dans l'éthique, avec 7 ans chez Microsoft. J'ai travaillé dans certaines boîtes ici en Côte d'Ivoire. J'ai été responsable du data center du gouvernement. J'ai rejoint Microsoft et j'étais dans l'équipe des consultants, pour accompagner les différents clients dans les différentes régions de l'Afrique et aussi dans la zone Middle East Africa. Donc, j'ai travaillé pendant 6 ans dans la consultance avec Microsoft, dans le domaine de la sécurité et de l'infrastructure. Et depuis 1 an, j'ai rejoint notre équipe stratégique sur l'éducation, où je suis Azure spécialiste. Donc, c'est dans ce cadre-là, j'ai été contacté par notre partenaire transnumérique pour vous entretenir sur un sujet qui est super important et qui est d'actualité, qui touche tout le monde. Je pense que certains d'entre vous ont vu ma vidéo d'introduction où je parlais de ce fait que toutes les entreprises sont en griffe, soit victimes ou ne savent pas qu'elles sont victimes de cyberattaques. Donc, ce qui signifie que quelle que soit votre taille, quelle que soit votre industrie, ce sujet-là devrait vous interpeller et vous devrez rapidement l'intégrer dans votre stratégie globale. Donc, sans plus tarder, on va débuter la session. Je vais couper ma caméra, juste le temps pour qu'on puisse avoir assez de bandes passantes pour pouvoir débuter la session. Merci. OK, donc, comme agenda, je pense que Souleymane l'a bien déroulé. Il est important déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, de passer à
un petit questionnaire, je pense. Donc, vous pouvez répondre au questionnaire de façon interactive. Moi, ça va me permettre, moi, de peut-être continuer la présentation. Ou c'est pas possible, Hervé? On attend qu'il réponde d'abord. Non, vas-y, tu auras les réponses directement, t'inquiète. D'accord. Donc, on va débuter. De prime abord, c'est important de définir la cybersécurité. L'objectif ici, ce n'est pas réellement de donner juste une définition prosaïque de la cybersécurité, mais c'est vraiment de retirer de ce qui est important de comprendre de la cybersécurité. Donc, je pense que ce que je vais faire, parce que là, ce n'est pas moi qui ai le contrôle, Hervé, tu vas me permettre de partager mon écran. Là, je pourrais basculer comme je le souhaite. Vas-y. C'est bon? C'est bon. OK. Faites-moi signe si vous êtes capable de voir mon écran. C'est bon, nous voyons ton écran. OK, fantastique. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir de la cybersécurité? Déjà, la stratégie, c'est qu'il faut déjà comprendre, quand on parle de cybersécurité, qu'est-ce qu'on doit retenir en termes de comment on dit ça? Ce qu'on doit retenir en termes de principes qu'il y a derrière la cybersécurité et surtout aussi l'approche qu'il faut avoir lorsqu'on parle de cybersécurité. Donc, déjà, la cybersécurité, on va dire, c'est une approche, c'est une méthodologie, OK, qui n'est pas seulement technologique, OK, qui doit permettre à toute entreprise ou à toute organisation, OK, de pouvoir assurer ce qu'on va appeler la confidentialité de son infrastructure ou de ses données, l'intégrité et surtout la disponibilité. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle le CIA, qui fait partie du principe intrinsèque de la sécurité en général. Donc, la cybersécurité est réellement alignée sur, aujourd'hui, les principes de sécurité qui existaient avant. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre la cybersécurité et la sécurité? C'est d'abord le fait que aujourd'hui, l'une des matières, on va dire, les plus convoitées dans la cybersécurité, c'est aujourd'hui la donnée. Donc, il faut aujourd'hui avoir une stratégie assez poussée pour protéger la donnée, quelle que soit où elle est. Okay? Qu'elle soit chez vous, stockée dans vos data centers, stockée sur vos baies, stockée sur vos machines ou sur vos serveurs, ou qu'elle soit en transit, lorsqu'elle doit quitter, vous devez collaborer avec des personnes dont vous commencez à transférer des données, ou lorsque vous êtes en plein traitement des données, okay? Avec aujourd'hui la notion du big data. Donc, on va au-delà de la simple sécurité qui était très souvent liée à l'infrastructure qu'on gère soi-même. Et vu qu'aujourd'hui, on a l'avènement du cloud et de la mobilité, donc la cybersécurité vraiment prend son sens. Et très souvent, on a tendance à réduire la cybersécurité à juste, on va dire, une histoire de technologie, ce qui n'est pas du tout le cas. La cybersécurité doit aussi obéir aux bonnes pratiques de l'IT, qui font quoi? Qui font intervenir 3 piliers. Donc, on a le process, on a process ou procédure, OK? On a le people, c'est-à-dire les personnes qui doivent interagir avec ces produits, et on a maintenant la technologie. Donc, réellement, le but de cet échange-là, c'est de réellement ressortir ces 3 points-là. Ne pas juste se focaliser en se disant, OK, je bâtis ma stratégie de cybersécurité en faisant juste l'acquisition de matériel. Cela ne va pas forcément vous aider parce que vous serez un peu déséquilibré. Il faut cette isostaticité avec les 3 piliers pour que vous puissiez être stable. Okay? Donc, un autre aspect qui est super important et qui réellement va gouverner la stratégie de cybersécurité, c'est quoi? C'est le fait de comprendre son environnement, de comprendre ce qu'on appelle le cyberespace et comment on peut le faire. Premier, c'est d'avoir la stratégie, un peu de la stratégie de la guerre. Okay? Ça veut dire, il faut d'abord que je connaisse qui est l'assaillant, qui est celui qui attaque, qui est le pirate. Donc,
que je connaisse moi-même, mes faiblesses, mes forces, mon environnement. Et surtout que je puisse me mettre dans la peau de l'attaquant pour connaître ses motivations. Parce que si j'ai la possibilité d'avoir cette analyse, c'est clair que je me donne toutes les chances de pouvoir contrecarrer toutes ces tactiques et toutes ces stratégies d'attaque. Donc, cela nous permet de transiter directement à savoir aujourd'hui, c'est quoi les menaces? Qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui pousser quelqu'un à se dire il faut que réellement je mette en place une stratégie de cybersécurité? Vous pouvez voir déjà que on a des menaces courantes, ok, que beaucoup connaissent depuis belle lurette, mais le plus important, c'est que ces menaces-là aujourd'hui se sont multipliées et causent énormément de dommages. Le but ici, ce n'est pas réellement de définir toutes ces menaces. Je pense que beaucoup d'entre vous les connaissent. Il y en a beaucoup, d'autres peut-être ont été victimes de ces menaces. Mais ce sur quoi je souhaite insister, au-delà de ces menaces qui sont souvent des menaces IT, il y a un fait qui, malheureusement, est indépendant de notre capacité ou de notre compétence, mais qui va affecter votre capacité à vous protéger face à ces menaces. C'est quoi, au juste? C'est le fait qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec le développement d'Internet, aujourd'hui, vous avez des utilisateurs d'entreprises qui sont aussi des utilisateurs lambda sur Internet et qui ont aussi, on va dire, des présences sur Internet en termes de login et mot de passe, qui sont connectés à différents sites, qui ont différents comptes. Et l'habitude, c'est que ces utilisateurs ont tendance à réutiliser les mêmes paramètres de connexion, c'est-à-dire les mots de passe, c'est souvent quelques variantes qu'ils ont, qui fait la différence entre ce mot de passe qu'il utilise sur son Facebook, sur son Twitter, que le mot de passe qu'il utilise pour avoir accès à votre data center que vous avez sécurisé avec des portes blindées et ainsi de suite. Mais le mot de passe est quasiment le même qu'il utilise, par exemple, sur Facebook, ou avec une toute petite différence. Donc, qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'aujourd'hui, l'une des menaces dont les gens ne font pas attention et qui aujourd'hui est à la source de grandes attaques de type brute force, c'est que beaucoup d'entreprises dans le passé, n'ayant pas de stratégie assez forte de cybersécurité, ont été hackées, ont eu des bases de données d'identité qui ont été volées, et cela aujourd'hui se vend sur le marché noir. Et cela s'achète vraiment on va dire, à des prix dérisoires, et des personnes sont capables aujourd'hui d'avoir accès à ces bases de données et pouvoir entamer des attaques de type brute force pour forcer les mots de passe et passer à travers les failles, les mailles du filet de votre sécurité et pouvoir accéder rapidement à votre infrastructure. Donc, pour moi, il était important de vous partager deux sites. Celui que je préfère, c'est celui de Firefox. Ils ont fait l'effort de ramener un peu plus d'informations. Si vous me le permettez, je vais rapidement partir sur le site de Firefox pour vous présenter, voilà. Vous pourrez l'utiliser à votre souhait. Je vous donne un exemple. Par exemple, ce site va vous permettre, lorsque vous allez mettre un compte que vous utilisez sur Internet, je vous donne un cas, par exemple, moi. Ce compte, je l'ai créé depuis que j'étais étudiant, OK? Mon premier compte en tant qu'étudiant, donc insouciant, l'utilisant un peu partout, voilà. Quand je mets ce compte sur le site, par exemple, de Firefox, il va analyser toutes les bases de données du grand éditeur de solutions Internet qui ont été hackées à un moment donné et dont des identités ont bien pu peut-être être extirpées. Donc, ce qui veut dire que ces comptes-là sont aujourd'hui des comptes non fiables et vous continuez à utiliser le même mot de passe. Et quand je demande la vérification, vous voyez, on me dit qu'en 2016, j'avais un compte sur las.fm. Je ne me rappelle même pas avoir créé un compte sur cette plateforme. Je ne me rappelle même pas le mot de passe que j'avais utilisé là-bas. Et on me dit, voilà, que cette plateforme a été hackée et les données ont été récupérées et mon compte fait partie de ces données-là. Donc, certainement, mon adresse email et mon mot de passe est compromis. Même chose pour LinkedIn. Est-ce que vous voyez? Donc, imaginez-vous que je n'ai pas cette information et que je continue d'utiliser ces mots de passe-là même en entreprise. Ce qui signifie que quel que soit le firewall que vous allez utiliser, l'antivirus, vous êtes exposé parce que vous remarquez qu'aujourd'hui, la sécurité, ce n'est pas juste bâtir ma stratégie à moi, c'est de tenir compte aussi des faiblesses des autres avec lesquels j'interagis ou que mes utilisateurs aussi interagissent. Donc, c'était vraiment important de mentionner cela.
Et deuxième aspect qui est important aussi de connaître des assaillants ou des attaquants ou des hackers, comme on aime bien les appeler, c'est qu'aujourd'hui, la catégorie ou on va dire le type de hacker a vraiment évolué. De nos jours, on a des hackers qui ont très peu de connaissances poussées en IT, mais qui, malheureusement, ont accès à des outils super poussés. Et cela vient forcément du développement de l'IT, de nouveaux outils, du big data, de l'intelligence artificielle, ce qui permet à ce que des personnes lambda sont aujourd'hui capables de pouvoir lancer des attaques super sophistiquées. Et cette courbe vous donne exactement cette tendance-là. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas griffe de petits hackers. Okay? Tout hacker, qu'il soit encore à l'école ou qu'il soit même autodidacte, peut être super dangereux s'il a en sa possession des outils qui sont super performants. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il ne faut vraiment pas minimiser les attaques ou les hackers en se disant « Ok, je suis en Afrique, donc qui peut être intéressé par moi ?» C'est en cela qu'une étude de Deloitte a démontré que, et cette étude a été exécutée dans la sous-région, a permis de pouvoir évaluer aujourd'hui la tendance en termes de préoccupation IT dans le domaine de la cybersécurité. Et qu'est-ce qu'on constate quand vous regardez le volet de gauche? J'espère qu'il est assez visible. On remarque que les entreprises dans notre zone subsaharienne, là je ne parle pas du monde entier, je parle de notre zone, de notre réalité, toute industrie comprise, les gens sont plus préoccupés par les malwares. Bien sûr, on a eu certainement on va dire de mauvaises périodes avec des malwares qui ont infecté des ordinateurs, en n'en plus finir, et ça reste toujours un fléau. 100 000 nouveaux virus sont créés chaque jour, donc ils peuvent être des variantes ou de nouveaux virus. Donc c'est clair qu'à un moment donné, cette menace-là, elle reste pertinente. Donc vous voyez qu'on a énormément de personnes qui pensent que les malwares, c'est réellement la grosse problématique à laquelle ils doivent faire face. Mais où je souhaite attirer votre attention, c'est le dernier élément. Intrusion cybernétique depuis l'intérieur. Il n'y a que 6% qui pensent que, on va dire, l'attaque venant de l'intérieur peut être quelque chose de significatif. C'est qu'on va voir juste dans l'analyse totalement à droite que ce n'est pas du tout le cas. Il faut vraiment se méfier, surtout des attaques internes, parce que c'est un bon moyen de contourner vos différents firewalls, vos différentes couches de sécurité. Vous mettez plein de firewalls, vous mettez plein de sécurité pour vous protéger de l'extérieur, alors que très souvent, les attaques viennent de l'intérieur. Et quand vous regardez le graphe de droite, vous voyez que 40% des attaques ou des menaces des organisations ou des entreprises est due à quoi? À des attaques venant de l'intérieur. Donc, réellement, ça nous a poussé à nous dire qu'il faut réellement qu'on en parle. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, les gens ont des belles stratégies de sécurité, de cybersécurité, mais peut-être qu'elles ne priorisent pas, on va dire, la bonne stratégie ou les bonnes actions. Tout à fait au milieu, c'est une autre tendance aussi qui démontre que peut-être qu'on est un peu en dichotomie avec le reste du monde. C'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, l'investissement qui est fait pour se protéger, on investit plus dans quoi? Dans la sécurité de l'infrastructure. Vous pouvez voir totalement à droite, là, si vous voyez ma souris. 35% des entreprises, 35% pardon, de l'investissement, lorsqu'on a un investissement en sécurité ou en cybersécurité, est investi quoi? Pour la protection de l'infrastructure. Alors que dans le monde, c'est plutôt 4%. Et qu'est-ce qui est réellement important pour une entreprise? Est-ce l'infrastructure ou plus la donnée? Je porterai plus sur la donnée. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Surtout avec l'avènement du Covid, beaucoup se sont attelés à ouvrir les portes de leur entreprise et de leur réseau à l'extérieur. Beaucoup d'utilisateurs travaillent à l'extérieur. Beaucoup ont commencé à héberger des services à l'extérieur. Donc, ils ne sont plus sous le contrôle de leur infrastructure, qui sont dans les services cloud, sont en hybride, ou même qui sont consommés par des téléphones. Quel firewall je vais mettre sur un téléphone? Comment je fais pour sécuriser ce genre d'infrastructure? Donc là, la donnée devient importante parce que c'est elle qui transite, c'est elle qui est exploitée sur des plateformes souvent qui sont au-delà de notre contrôle. Et c'est là que, par exemple, le monde entier commence à investir
Pendant que nous, on est toujours à la traîne. On est encore à 5% d'investissement à ce niveau. C'est vraiment pour nous interpeller sur ça. Hervé, tu as un survey? Oui, j'ai un survey qui nous montre que la plupart des personnes qui ont répondu aujourd'hui ont mis le risque de fuite de données à la place de ce que Lloyd a fait. Nous, ici, on a environ... Super. Oui, les gens ont dit la meilleure des réponses était le risque de fuite de données. De données. D'accord. Donc, vraiment, vous voyez, ça me rend encore plus heureux que réellement nous sommes alignés et que c'est réellement par là qu'il faut commencer. Et la difficulté maintenant va venir en termes de c'est quelle stratégie on doit adopter. Et c'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Quelle stratégie on doit adopter? Première des choses, c'est qu'il y a une facture qu'il faut accepter dans le principe aujourd'hui de mettre en place des plateformes. Avant, ça marchait très bien, c'était de se dire, mettons la plateforme la plus fiable. Donc, le principe, c'était le principe de la fiabilité. Donc, on va essayer de mettre de la redondance, on va essayer de s'assurer qu'on a de bonnes machines, on a de bons équipements, on a un bon réseau, et ainsi de suite. Donc, on va vraiment investir dans cela. On va même acheter des experts, et ainsi de suite. Le but, c'est que le système ne tombe pas. Le système soit toujours actif, qu'il fonctionne. On ne veut pas entendre qu'on a eu un problème d'indisponibilité. Et ça faisait qu'on investissait énormément. Pour ne pas donner de nom, je me souviens que je suis allé chez un client au Cameroun, qui n'est pas l'un des moindres, qui est une référence au Cameroun, où je devais faire juste un POC, c'était sur la sécurité. Et j'ai demandé une plateforme pour faire le POC. Donc, pour moi, on allait m'apporter, on allait me donner des accès à une plateforme virtualisée rapidement. On allait faire le POC, vu qu'on doit carrément isoler le POC de la production. Imaginez ce qu'on m'a apporté. On m'a apporté un serveur à câble en entier. On est venu me le déposer sur la table, me dit voilà votre plateforme. Je dis quoi? Un serveur? Oui. Et vous n'avez pas besoin de ce serveur? On dit non, 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 on en a peut-être une cinquantaine de serveurs comme ça que vous n'utilisez pas? Non, non, à chaque fois qu'il y a un projet, on prévoit d'experts parce qu'il faut que le système toujours continue. Donc, pour chaque projet, s'il y a 10 serveurs, il y a 5 serveurs en spare. Et comme les serveurs qu'on a achetés sont super fiables, donc finalement, voilà, on a une trentaine de serveurs là qu'on n'utilise pas. On va voir peut-être qu'on va mettre même faire de la vente aux enchères pour pouvoir nous débarrasser de ces serveurs. Imaginez-vous. Alors qu'aujourd'hui, la réelle problématique doit venir du fait qu'on doit penser à ce qu'on va appeler la résilience. Je ne sais pas si Hervé vous a passé le survey lié à la résilience. Ben, j'en profite pour pouvoir aller un peu plus vite, vu qu'on n'a pas assez de temps. C'est quoi le principe d'avoir une stratégie basée sur la résilience? C'est de se dire, quel que soit l'investissement que je vais faire sur la partie fiabilité, s'il arrive un jour que je sois indisponible, quelle est ma capacité à rétablir rapidement le service? Donc, j'accepte qu'à un moment donné, je sois indisponible. Si je l'accepte, ça me permet, moi, de pouvoir bâtir une meilleure stratégie pour pouvoir restaurer mon service, quel que soit le type de service, quelle que soit la partie de mon réseau, de mon infrastructure qui est touchée, cloud hybride, mobile, tout ça. Je mets une stratégie qui est capable de pouvoir restaurer le service. Parce que le business va être fortement affecté si le service est indisponible. C'est un premier plan. Le deuxième, c'est la stratégie de Superman. De dire, OK, on va mettre tout ce qu'il faut pour ne même pas qu'on soit victime d'une attaque. Vous avez vu dans le slide précédent ou dans la présentation précédente, on a eu de grandes entreprises qui ont des milliards de dollars souvent investis dans la cybersécurité, mais ils ne manquent pas d'être attaqués. Et malheureusement, dans le cyberespace, la seule chose qui est sûre, c'est que vous serez attaqué. Quelle que soit la stratégie que vous allez prendre, ce n'est pas comme là de la guerre où on va te conseiller de préparer la guerre pour dissuader les gens de t'attaquer. Dans le cyberespace, il n'y a pas ce principe-là. Que tu sois la NASA, que tu sois la NSA, que tu sois Ecobank, que tu sois le gouvernement de Côte d'Ivoire, que tu sois la petite supérette, dès que tu es sur le cyberespace, tu es un candidat à attaquer. Et il n'y a pas de pète d'homme. Donc, vous voyez, ils ne vont pas lésiner sur les moyens de continuer à vous attaquer.
Et pour ça, il faut changer aussi notre stratégie. Il faut penser à quoi? À avoir une stratégie qui suppose la compromission. S'il arrive que malgré les différents firewalls, les différents équipements que j'ai eu à mettre, mon IPS, mon antivirus, tout ça, je suis malheureusement attaqué. Qu'est-ce que je mets en place pour me sortir d'affaires, pour reprotéger mon infrastructure, identifier l'assaillant, le faire sortir de l'infrastructure et regagner le contrôle de mon infrastructure. Ça, aujourd'hui, c'est la leitmotiv du principe de ce qu'on appelle du Zero Trust. Okay? Le fait de ne faire confiance à aucune des stratégies de défense ou de Superman qu'on a mis en place, mais on se met aussi dans la posture où on se dit, malgré tout ça, je peux être victime. Comment je me prémunis contre ça? C'est là que vous allez voir que l'aspect people et l'aspect process vraiment fait son sens et que juste la technologie ne peut pas forcément tout résoudre. Je peux continuer ou il y a un survey? Tu peux continuer si tu veux. Il y a des questions, mais je les note les questions pour qu'à la fin, tu puisses y répondre. Alors, vas-y. D'accord. Donc, on va aller vite. Donc, réellement, cette discussion, c'est une discussion stratégique. Okay? Le but, ce n'est pas de rentrer dans les détails de la cybersécurité, et ainsi de suite, mais c'est quelle est la démarche qu'il faut avoir. Donc, dans le principe de Zero Trust, il y a 3 aspects. C'est basé sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la vérification explicite de tout ce qui doit être vérifié. Donc, il faut avoir une super traçabilité de ce qu'on doit vérifier. Okay? Il ne faut pas juste dire, OK, tout qu'on fait, c'est protéger. Non, non, non. Il faut avoir comme une checklist. Il faut être capable de dire, OK, est-ce qu'on a combien d'ordinateurs? On en a 1000. OK. Est-ce que les 1000 sont connectés? Oui. Est-ce que les 1000 ont leur antivirus mis à jour? Oui. Est-ce que les 1000 ont des authentifications, des doubles authentifications? Oui. Et ainsi de suite. Il faut réellement avoir cette checklist et se donner les moyens de vérifier cette checklist pour que réellement vous vous assurez que vous ne laissez aucun endroit tomber dans votre infrastructure où vous avez des réponses du genre peut-être ou il se pourrait. Non, non, non. Il faut que vous soyez précis dans votre checklist. Deuxième, c'est à la fin, ce sont des ressources qui doivent être consommées. Donc, il faut privilégier le moins de privilèges. OK? Il faut privilégier le moins de privilèges et avoir des outils pour pouvoir traquer tous les privilèges et les accès que vous octroyez. C'est super important. Et le dernier, c'est, comme on l'a dit, assumer ou accepter la compromission, l'infraction et bâtir une stratégie pour pouvoir se protéger. Donc, de quoi ces composants-là sont faits? Ces composants-là vont vous permettre de pouvoir identifier les zones à risque et les zones à protéger. Okay? Donc, la première des zones à risque qui est bien identifiée, et cela est démontré à travers les statistiques que vous voyez à droite, 80% des violations d'intégrité sont liées à des pertes de mots de passe, comme je vous l'ai présenté. 60% sont dus au fait qu'on a des équipements qui sont ce qu'on appelle des bring your own device, qui peuvent être des téléphones ou des ordinateurs, qui consomment vos ressources, des ordinateurs personnels dont vous n'avez pas forcément le contrôle, mais il a le login au mot de passe. Donc, il peut, depuis son ordinateur portable, avoir accès à la messagerie, avoir accès au VPN, avoir accès à plein de choses, et consommer des ressources qui sont au-delà de votre contrôle. Donc, ça, c'est aujourd'hui la grande manne des attaques, ou source des attaques. Donc, il faut pouvoir les identifier et voir comment se prémunir contre ces attaques, quel que soit où elles sont. Elles sont dans mon réseau, elles sont sur Internet. Le deuxième aspect, c'est qu'est-ce qui est important pour moi de protéger. Donc, on a vu, et je vous remercie du survey, la donnée, super important. La donnée. L'application qui permet d'avoir accès à la donnée ou de manipuler la donnée. Okay? Troisième élément, le réseau qui va vous permettre d'avoir accès à cette infrastructure. Et puis le quatrième élément, c'est l'infrastructure elle-même, au-delà du réseau, toute infrastructure que vous allez mettre en place qui va forcément interagir. Donc, il faut que l'écosystème qui est autour de ça doit être protégé. Et vous devez avoir de la visibilité et pouvoir automatiser le plus possible ces activités pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est important, vu que toutes les entreprises qui ont des problèmes de cybersécurité ne sont pas forcément des entreprises IT. Et pour ça,
la stratégie que je vous propose, elle ne se limite pas à ces 4 points, mais elle doit faire partie intégrante de votre stratégie. La première des choses, c'est la gestion de l'identité et des accès. Deuxième, protection contre les menaces, okay? Que ce soit des menaces sur l'infrastructure locale ou cloud ou hybride. Okay? Ensuite, la protection des données, super important. Et le dernier élément qui va faire intervenir people and process, c'est la gestion des risques et de la conformité. Okay? Donc, on démarre rapidement par la partie gestion de l'identité. Donc là, 2 éléments dont il faut forcément tenir compte lorsque vous devez bâtir une stratégie. La première des choses, c'est la gestion des identités et des accès. En sécurité, vous allez entendre parler du triple A, OK? Authentification, autorisation et audit. Okay? Si je trouve que vous avez une infrastructure qui, elle, est basée sur, qui contient peut-être 5, 6, 7 systèmes d'identification, vous devez avoir ces stratégies-là sur ces 5 ou 6 systèmes et pouvoir avoir une méthode pour pouvoir gérer tout ça de façon harmonieuse, ce qui n'est pas facile. Il faut aussi améliorer l'expérience des utilisateurs. Ce n'est pas parce qu'on est en train de renforcer la sécurité des identités que finalement les utilisateurs vont se retrouver dans des difficultés à l'utiliser. Si cela arrive, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont chercher les moyens de créer des failles de sécurité. Il faut avoir une sécurité adaptative, capable de s'adapter. Les stratégies doivent pouvoir changer, doivent être flexibles. Et ensuite, il faut avoir une bonne gouvernance en termes de gestion. Quelqu'un qui est entreprise, est-ce que je suis capable de pouvoir le savoir? Comment j'ai une procédure qui permet, par exemple, de lui ôter les autorisations, il migre d'un département à l'autre, comment je fais, ainsi de suite. Donc, l'un des aspects le plus important, c'est de pouvoir penser à simplifier l'infrastructure de l'identité. Plus c'est simplifié, vous avez une seule infrastructure qui est capable, par exemple, de à la fois permettre aux gens de s'authentifier, qu'ils soient sur les téléphones, qu'ils soient dans votre environnement, qu'ils soient sur une application cloud qui est hébergée, même pas connectée à votre environnement, mais avec un outil de gestion centralisé et qui est capable d'épouser vos process, par exemple HR, en termes de mouvement de personnes, en termes de responsabilité, qui va vous permettre, par exemple, de façon dynamique, de pouvoir assigner des droits, retirer des droits, superviser qu'est-ce qui se passe dans l'environnement et que vous ayez ce fameux bouton qui permet de désactiver un compte sur toute la plateforme. Et ça va par exemple faciliter les mesures de contre-attaque lorsque vous avez par exemple un compte qui est compromis ou une personne qui a des comptes compromis. Ça va vous permettre en un circuit, par exemple, de pouvoir stopper là. Le deuxième aspect, c'est pouvoir s'adapter aux différents types d'attaques. Donc, on va minimiser la surface d'attaque en mettant en place, par exemple, des stratégies de type authentification forte. Donc là, il y en a plein. Okay. Vous avez des authentifications avec biométrie aujourd'hui qui sont vraiment qui sont les plus recommandées. Et si on n'a pas la possibilité d'avoir des équipements avec biométrie, on peut utiliser les devices. Donc, des codes qui vont venir par SMS, par message, par application sur mobile qui vont permettre de faire l'authentification multiple ou à 2 facteurs qui vont permettre, par exemple, de sécuriser l'identité. Avoir une bonne politique qui permet d'identifier ou de pouvoir savoir, pour vous, c'est quoi la menace? Qu'est-ce qui, pour vous, n'est pas acceptable en termes de, par exemple, équipement qui doit avoir accès à votre environnement? Donc, on va conditionner l'accès à mon infrastructure basé, par exemple, sur un rapport de bonne santé. Okay? Et ensuite, on va penser à quoi? À identifier ou avoir ce monitoring des différents risques, des différentes ressources pour qu'on puisse avoir une bonne stratégie de rémédiation. Et très souvent, à ce niveau, il y a tellement de données qui sont générées, il y a tellement de logs qui sont générés, il faut bien sûr s'appuyer sur l'intelligence artificielle qui va permettre vraiment d'être. Je parlais des terminaux. Okay? On a aujourd'hui l'avènement du mobile, beaucoup de terminaux qui sont connectés aux infrastructures. Donc, le principe de dire que le terminal ne peut pas être joint au domaine, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que je l'interdis ou pas? Aujourd'hui, c'est un outil de productivité. Beaucoup de personnes ont décuplé les productivités parce qu'ils sont capables aujourd'hui de travailler depuis leur téléphone, depuis n'importe où. Lorsqu'ils sont en transit, ils sont capables de continuer à pouvoir être productifs. Et là, il est important aussi d'avoir des stratégies pour vous prémunir de ça. Et là, la porte, c'est quoi? C'est toujours l'identité. Il faut s'assurer que celui qui va s'identifier à partir de cette plateforme-là est en bonne santé et que l'équipement aussi qu'il utilise est en bonne santé. Donc, vous allez souvent entendre parler de accès
conditionnel. Conditionné par quoi? Par exemple, la réputation du compte, quels sont les événements sur le compte, parce qu'on a une identité centralisée, donc on est capable d'avoir une visibilité sur tout ce qu'il a eu à faire en termes d'historique, quelles que soient les plateformes qu'il a consultées. Est-ce qu'il a eu des comportements déviants et ainsi de suite avant de l'autoriser à continuer de consommer nos ressources? L'ordinateur qu'il utilise, est-ce qu'il a les bonnes stratégies? Est-ce qu'il a les bonnes protections? Est-ce qu'on n'a pas reçu d'alerte de sécurité liée à l'équipement et ainsi de suite, et de façon dynamique, permettre par exemple d'interdire ce genre d'équipement de pouvoir pénétrer dans notre infrastructure. OK? Je vais prendre des questions à la fin, pour faute de temps, si vous me le permettez. Deuxième aspect de la stratégie, c'est après l'identité, si je me suis assuré d'avoir une visibilité sur qui a accès, comment il a accès, est-ce qu'il a accès depuis un équipement, tout ça, je vais penser maintenant à quoi? À me protéger des menaces. Ça, c'est vraiment on va dire le point basique d'une stratégie. Maintenant, qu'est-ce qui diffère ici dans la cybersécurité? C'est qu'on doit tenir compte de notre nouvel environnement, l'environnement hybride. L'environnement où on a souvent des entreprises qui ont des comptes Facebook, qui ont des comptes Twitter, qui ont des comptes YouTube, parce qu'aujourd'hui, elles sont ouvertes à l'extérieur et elles communiquent sur les réseaux sociaux. Elles ont des utilisateurs sur ces réseaux sociaux. Donc, il y a ce besoin-là d'accepter ces nouveaux systèmes qui ne sont pas nos systèmes, mais que nous utilisons, mais aussi où très souvent nos données transitent. Okay? Donc, quels sont ces types de données qui transitent? Comment je bâtis une sécurité qui tient compte de ça? Et c'est là que c'est super important. Et c'est en cela que je fais une transition avec des solutions Microsoft, okay, qui vont vous permettre d'avoir cette visibilité-là et vous bâtir ce qu'on va appeler une Extending Detection and Response System. Donc, ça va vous permettre de pouvoir étendre votre capacité de détecter les failles et les problématiques de sécurité et de pouvoir même y répondre avec des systèmes automatisés qui vont permettre de le faire. Je pense qu'avec la démo, vous pourrez voir un peu plus clair dans ces stratégies. Donc, le but, c'est quoi? C'est d'être capable de pouvoir avoir de la traçabilité sur tout ce qui se passe dans votre environnement à partir d'un SIEM, mais pas seulement se limiter à un SIEM, aussi couplé à ce qu'on appelle un SOR, un système d'automatisation et d'orchestration d'action pour pouvoir répondre aux menaces. Okay? Donc, il va coupler l'intelligence artificielle, il va coupler l'analyse comportementale, donc on va parler de Threat Intelligence, qui est capable de regarder le comportement et pouvoir identifier les comportements déviants, vous donner de la visibilité avec des dashboards qui permettent de faire une corrélation visuelle de vos logs, pas juste avoir des logs qu'il faut consulter et après c'est difficile de pouvoir interpréter. Donc, vous donne une interprétation visuelle de ces logs et vous donne des outils d'automatisation qui vont permettre, par exemple, d'optimiser et d'accélérer votre capacité de réaction au cas où vous êtes victime d'une attaque. Vous aurez aussi l'aspect Microsoft 365 qui va intégrer à la fois des solutions pour protéger vos identités, endpoint, applications, les emails, les documents et les applications cloud. Avec quelle base? Avec la base d'une identité intégrée. Quelle que soit l'application, je vais avoir accès à Twitter. Par exemple, je suis une entreprise, je ne vais pas créer un compte Twitter qui sera géré par Twitter, qui va être utilisé pour représenter l'entreprise. Qu'est-ce que je suis capable de faire? J'utilise mon système d'identification, okay? Je crée un compte et c'est ce système-là qui va, de façon impersonnelle, va se connecter à Twitter pour me donner des accès Twitter. Donc, si je veux, par exemple, couper mon accès Twitter ou le déléguer à quelqu'un d'autre, il suffit juste que dans mon système, je change celui qui a le droit d'accéder à Twitter. Même si Twitter n'est pas une application de, par exemple, mon infrastructure. Au lieu qu'on soit confronté à des personnes qui quittent l'entreprise et qui quittent avec le compte Twitter, avec le mot de passe, et après, voilà, l'entreprise n'a pas la capacité de pouvoir avoir accès à son compte Twitter ou son compte Facebook. Et voilà le drame, parce que là, on est passé de la technologie maintenant au people, et voilà la conséquence que cela peut avoir. Ensuite, la partie infrastructure, OK? Protéger nos stockages, où on stocke les données, sur des bases de données, OK? Sur des serveurs, sur des containers qui vont transiter sur des réseaux. Sur aujourd'hui, une nouvelle tendance qu'on appelle IoT, OK? Où on aura des équipements connectés, ça peut être des équipements de collecte à distance. On a de belles entreprises ici en Côte d'Ivoire qui l'ont adopté, qui marchent super bien. Donc, ce n'est pas une histoire de l'Occident. On l'utilise très bien même en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, l'IoT, OK? Et aussi des services cloud. Okay? La démo, je vais la faire après. Donc, je vais passer. Okay?
Ensuite, un autre aspect dont je vous ai parlé, je suis revenu dessus, c'est le fait qu'aujourd'hui, dans l'activité, surtout l'activité marketing d'une entreprise, elle interagit avec beaucoup de systèmes externes. Okay? Et dans l'aspect IT, on a tendance à consommer différents services en fonction des fournisseurs de services. Okay, j'ai besoin d'un service, je peux décider de le mettre sur Amazon, je peux être tenté de le mettre sur Microsoft, dans Azure, ou sur Google. Okay? Vous n'avez pas de restrictions. C'est à vous de décider à la fin de la journée. La question, c'est est-ce que votre stratégie permet d'avoir une visibilité sur toutes ces infrastructures, de pouvoir savoir quelles sont les données qui partent dans ces plateformes. Quelles sont ces données? Est-ce qu'elles sont sensibles, par exemple? Donc, en cela, il faut avoir une technologie qui est capable de pouvoir avoir cette traçabilité qui s'intègre à vos firewalls, à vos équipements, à vos ordinateurs, à vos téléphones et qui trace le flux de données. Quel type de données quitte mon infrastructure? Quelles sont les données qui ont été déportées sur Zoom? Quelles sont les données qui ont été déportées sur Office 365? Est-ce que ce sont des données à caractère privé? Est-ce que ce sont des données sensibles? Comment je mets une stratégie pour éviter que ces données-là, par exemple, quittent la zone contrôlée par mon entreprise? Et cela est super important. Avoir une stratégie qui intègre cette capacité. Ensuite, on va revenir, bien sûr, à l'infrastructure, parce que tout ce dont on parle, à la fin, l'infrastructure est aussi importante parce que c'est elle qui va héberger nos services. La tendance, c'est qu'aujourd'hui, l'infrastructure aussi est devenue hybride. On n'a pas que nos réseaux locaux, on n'a pas que nos serveurs locaux et ainsi de suite. On a aussi des plateformes dans le cloud. Donc, il faut que la stratégie qu'on a commencé à appliquer dans notre, on va dire, réseau local puisse aussi être étendue aux services cloud. Donc, si vous utilisez les services, par exemple, cloud de Microsoft, on vous met aussi à disposition les mêmes outils que vous avez en local, OK? Des firewalls applicatifs, des protections DDoS, des sécurités liées à la transfert des données, les accès distants et bien d'autres, OK? Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais c'est important que dans votre stratégie de sécurité, que vous tenez compte du fait que votre environnement aussi évolue. Il faut tenir compte de toutes les composantes, tous les maillons. Ça doit faire partie de la checklist. Quand je dis que, par exemple, mon système doit être mis à jour, ce n'est pas que seulement les serveurs que je gère ou auxquels j'ai accès. Il faut que toute l'infrastructure soit à jour. Il faut que j'ai réellement cette checklist. Ensuite, un autre aspect souvent qui n'est pas, on va dire, qui manque souvent, ou on oublie de le mettre dans la cybersécurité, alors qu'elle est super importante, parce que beaucoup d'entreprises soit développent en interne leurs applications, ou les font développer par des partenaires. Mais à la fin, ces applications développées deviendront des applications en production. Et c'est en cela, très souvent, tu arrives dans une entreprise et souvent, tu demandes des données sur des applications. On n'a aucun moyen souvent de mettre à jour l'application, de vérifier son système de log. Souvent, même l'application est développée, elle marche super bien, mais elle a un système de log, par exemple, super pauvre, qui ne permet même pas d'investiguer, de savoir ce qui se passe dans le monde. Il est super important aussi, même dans le développement des applications, d'adopter des bonnes méthodes, des bons outils de développement. Et c'est en cela aujourd'hui qu'on fait la promotion du principe ou de l'approche DevOps, où on s'assure que ceux qui font le développement et ceux qui font l'opérationnalisation, qui vont regarder la partie sécurité, la partie support, la partie intégration, la partie mise à jour et tout ça, vont pouvoir dialoguer ensemble et s'assurer que les principes de sécurité de l'entreprise, le checklist dont on a parlé, puissent être intégrés pendant la phase de développement, pendant le cycle de vie du déploiement, pour s'assurer qu'à chaque fois que nous faisons une release ou une version de notre application, nous avons tous les standards qu'il faut pour pouvoir se prémunir sur les aspects dont on a parlé dans la partie Zero Trust. Identité, données, infrastructure et gestion de risque. Okay? Ensuite, on va aborder la notion de gouvernance des données. Okay? Super important. Il faut avoir une visibilité sur la donnée. On est dans un mode hybride, on est dans un monde aujourd'hui de mobilité, donc les données ne sont plus statiques, elles sont dynamiques, elles changent. Ce sont des données qu'on ne stocke plus seulement dans nos data centers, elles sont consommées sur différentes plateformes, souvent hébergées même sur des plateformes externalisées.
Donc, avoir une stratégie pour pouvoir protéger les données. Comment mieux protéger la donnée? Il faut commencer par pouvoir identifier les données qui sont sensibles. Okay? Être capable de pouvoir faire ce qu'on appelle une classification des données. Savoir exactement quelles sont les données, parce que toutes les données n'ont pas la même sensibilité. Donc, quelles sont les données qui sont jugées sensibles, confidentielles, super confidentielles, top secret, okay, public, interne, et ensuite, et capable d'appliquer des stratégies sur ces différentes données et permettre, par exemple, la facilité, la fluidité, et ne pas restreindre ou contraindre les utilisateurs avec la stratégie qu'on met en place. Ils doivent pouvoir être à l'aise avec comment la stratégie est mise en place. Avoir des mécanismes pour empêcher, par exemple, le partage accidentel. C'est-à-dire que, OK, j'ai donné les bons droits. Donc, chez des personnes, je sais que, par exemple, le DG doit avoir accès à tout, la secrétaire du DG doit aussi avoir accès à tout, le chef de projet doit avoir accès à tout, et ainsi de suite. Je vais finir de lui donner les droits. Donc, comment je me prémunis sur le fait qu'en tant qu'humain, il peut faire une bourde, il peut faire une erreur. Par mégarde, il peut partager accidentellement des données dans des zones qui ne sont pas des zones sécurisées. Comment je me prémunis de ça? C'est super important aussi pour cette stratégie. Pour pouvoir aussi prévenir ce genre de problématiques ou résoudre ce genre de problématiques lorsque cela arrive. Et comme je l'ai dit, cela va forcément débuter par une bonne classification et une gouvernance de données à l'échelle de l'entreprise. Un autre aspect, c'est la gestion des risques, qui est intimement lié à quoi? À la gestion des données. On a parlé de la donnée, on a parlé de son caractère, ce dont vous devez tenir compte. Maintenant, il faut tenir compte aussi de quoi? Du risque. Quelle entité, pour moi, est la plus importante à protéger? Cette entité-là a accès à quoi? Quel est le danger si cette entité-là est touchée? Quelles sont mes mesures de contravention? Quelles sont mes mesures de restauration pour être résilient? Donc, il faut avoir cette bonne évaluation des risques. Cela vous permettra, par exemple, de pouvoir prioriser vos investissements. Savoir exactement par quoi je commence, qu'est-ce qui est prioritaire. Okay? Donc, il faut avoir une stratégie qui permet de couvrir toutes vos zones de risque. Okay? Et aussi avoir cette capacité-là que cette stratégie soit dynamique, qu'elle ne soit pas statique. Ce n'est pas quelque chose qui doit se faire juste en début d'année, on a fini, et puis c'est tout. Non, l'entreprise est vivante. Okay? Les entités vont changer, les responsabilités vont changer, l'organisation peut changer, les données même qui sont générées peuvent évoluer, la structure des données peuvent évoluer, les services peuvent évoluer. Donc, il faut être capable d'avoir un système qui, lui, est capable de s'adapter. Ou vous donnez juste la stratégie, et lui, il applique la stratégie. Donc, vous faites tout ce qui est process et procédure, vous donnez ça à des personnes qui utilisent les bons outils pour pouvoir avoir cette traçabilité. Il est super important d'avoir cette communication-là, cet échange entre les différents acteurs et leur donner les bons outils pour visualiser ou avoir cette visibilité sur tout ce qui se passe. Okay? Avoir aussi une politique qui permet de gérer les failles. Lorsque le risque qui a été évalué en frein ou on a une faille de sécurité, il faut que vous soyez capable d'avoir un système qui vous permet de pouvoir réagir à cela. C'est en cela qu'on a le Zero Trust qui fait vraiment sens. La conformité est l'un des outils qui vous permet, par exemple, de mieux gérer la sécurité. Cette conformité, ce sera quoi? C'est de se dire, OK, je connais mes facteurs de risque, je connais les entités qui sont à risque, comment je m'assure que ces entités, ces facteurs-là sont sécurisés, que ma stratégie que j'ai appliquée est bien appliquée. Donc, il faut que j'ai un système qui est capable de pouvoir vérifier, avec toujours le principe du checklist, sur exactement qu'est-ce qui doit être protégé. Est-ce que cela est protégé? Quel est son état de conformité? Avec un rapport très simple, conforme, non conforme. Si non conforme, voilà l'action de rémédiation. Assez clair et granulaire, capable d'aller dans les détails, vous permet de pouvoir rapidement identifier, on va dire proactivement, okay, les problématiques de sécurité ou de conformité, que ce soit dans les process, dans la manière de faire les choses ou dans la configuration. On a un système de sécurité qui est là. Donc, il faut pouvoir, par exemple, s'assurer qu'on ait les bonnes configurations, on ait les bons déploiements qui sont faits. OK? Donc,
Avoir aussi la capacité d'automatiser ça, c'est super important parce que avoir cette checklist, par exemple, à vérifier chaque jour, bien sûr, à un moment donné, si c'est confié aux hommes, à un moment donné, vous pouvez avoir de la lassitude et les personnes vont commencer à négliger le boulot et vous aurez des difficultés à le faire. Donc, la technologie va forcément devoir intervenir avec peut-être un peu d'intelligence quand même, OK, pour pouvoir permettre à vous d'automatiser ces activités et de pouvoir avoir un suivi via des dashboards. Donc, une fois que j'ai parcouru ces éléments de stratégie, avec certainement d'autres que vous allez intégrer en fonction de votre industrie, qu'est-ce qui va se passer? On va passer à l'étape de dire il faut exécuter notre stratégie. OK. Et par quoi on commence par exécuter la stratégie? Une fois que j'ai une bonne stratégie, j'ai les bonnes personnes, je les ai bien éduqués à la stratégie, je les ai intégrés dans mon plan stratégique, OK? Et on va passer par cette phase-là où il nous faudra acquérir la solution ou les solutions dont on a besoin pour faire cette implémentation. Et c'est là. Allô? Allô, oui, Thierry. Oui, comme on avait dit, tu vois, pour cette image, on avait dit qu'on allait faire un sondage pour que les gens puissent comprendre. Et ce qu'on voit, c'est que près de 73% des réponses disent que c'est une image qui est très confuse. Alors là, tu pourras directement expliquer et on va passer la main sous les mains rapidement pour quelque chose. Voilà. D'accord, super, merci. Donc, effectivement, j'en venais. Cette confusion que vous avez, elle est légitime. OK? On ne peut pas vous demander de chercher à comprendre quelque chose de cette image, mais c'est le sentiment que vous ressentez. C'est exactement le même sentiment qu'un responsable de la sécurité a lorsqu'il doit choisir une solution de sécurité. Pourquoi? Parce que nous avons énormément de solutions de sécurité et énormément de fournisseurs de sécurité en fonction de ce qu'on veut sécuriser, en fonction du domaine, en fonction de la technologie, du service, vous allez vous retrouver à travers un catalogue immense. Je veux sécuriser l'infrastructure, catalogue immense. Je veux sécuriser les endpoints, catalogue immense. La messagerie, les menaces avancées, mobile, IoT, vous allez vous retrouver face réellement à ce catalogue immense de fournisseurs de services. Et c'est réellement le sentiment qu'il faut avoir, que vous allez avoir, d'être souvent confus. Qui choisir? Comment faire le bon choix pour pouvoir sécuriser mon infrastructure? Sachant que tous ces éléments-là sont importants pour moi. Très souvent, et c'est souvent ce qui est fait, c'est qu'on se dit, OK, on va simplifier tout ça. OK, ça, c'est vraiment on va dire, de la bouillabaisse. OK, donc, je vais simplifier tout ça. Qu'est-ce que je fais? Je vais décider de prendre le meilleur de chaque domaine. Donc, infrastructure, je prends le meilleur. Endpoint security, je prends le meilleur. Application, je prends le meilleur. Et ainsi de suite. Donc, tout d'un coup, une fois que je fais ça, la vue est très simplifiée. Je me retrouve avec quelques fournisseurs. Mais là, va venir une problématique, c'est que je peux finalement, pour ma stratégie de sécurité, me retrouver avec 5, 6, 7 fournisseurs de sécurité avec lesquels je dois interagir, avec lesquels, pour lesquels je vais peut-être devoir faire monter en compétence mon équipe, qui doivent être formés, certifiés, convaincus de la solution, l'utiliser au mieux. Donc, je vais devoir les former avec ces 5 différents éditeurs aussi, Mais à la fin, c'est que même quand je finis de faire ça et que eux tous sont calés, okay, sont certifiés experts, la question c'est, est-ce que le meilleur de l'infrastructure a su concevoir sa solution pour communiquer avec le meilleur de la sécurité mobile, a pu le faire pour s'intégrer convenablement avec le meilleur de la messagerie, sachant que la chaîne d'attaque, et ça existe parce qu'aujourd'hui, les hackers utilisent plusieurs stratégies pour entrer dans le système, peuvent utiliser plusieurs portes dérobées ou qui vont impacter ou qui vont passer par plusieurs vecteurs d'attaque. Ça passe par la messagerie. De la messagerie, on va attaquer les serveurs de fichiers. Du serveur de fichiers, on va attaquer le serveur web, et ainsi de suite. Okay? Comment je fais pour que tous ces meilleurs systèmes ou cette Dream Team de sécurité puissent fonctionner comme la meilleure team de sécurité? Et sans cela, on se rend compte qu'au niveau opérationnel, finalement, ça devient un casse-tête.
On a fait le bon choix de choisir les meilleurs, mais on n'a pas fait le bon choix de choisir la bonne équipe. Parce que c'est en ce moment les équipes internes qui vont chercher à voir comment faire la corrélation entre deux outils. Peut-être qu'à la fin, je vais devoir prendre un CIEM qui va faire une analyse de tous ces outils. Oui, je prends un CIEM au-dessus qui fait la collecte de tout. C'est bien. J'ai une visibilité sur tout. Mais quand je dois prendre des actions, qu'est-ce que je fais? Et si c'est infrastructure, il faut que j'aille sur la partie infrastructure pour prendre l'action. Et ensuite, je dois voir l'impact que cette action a sur peut-être la partie infrastructure mobile. Il faut que j'aille aussi me connecter sur une infrastructure mobile et ainsi de suite. Ce qui va ralentir très souvent votre capacité à réagir. Et comment nous, on se positionne par rapport à ça? Nous nous positionnons, et là, ce n'est pas nous qui le disons, je vous partage pour référence le cadre magique Gartner, où vous remarquerez que dans les grands piliers de la sécurité, on a parlé de l'accès, on a parlé du cloud, on a parlé des endpoints, on a parlé des informations, on a parlé de la gestion des endpoints, tout ça. Vous remarquerez que Microsoft fait toujours partie du quoi? Du cadran leader. Souvent, qui est une information qui est mal partagée ou qui est inconnue. On nous a toujours connus comme entreprise qui fournit des services de productivité. Okay? La messagerie, la vente de logiciels, des équipements maintenant, pour ceux qui utilisent les Surface, les systèmes d'exploitation et ainsi de suite. Mais beaucoup ne nous connaissent pas dans notre dimension de sécurité. Et là, je souhaite rassurer les gens, en termes de partenaires, choisir Microsoft, ce n'est pas choisir le moindre partenaire. Okay? Nous sommes dans le cadran des leaders, ce qui signifie qu'en termes de stratégie, nous avons une très bonne stratégie. Et en termes d'exécution, nous avons aussi une très bonne exécution. Et en quoi nous pouvons vous accompagner? Nous pouvons vous accompagner avec la stratégie dont je vous ai mentionné au départ, la stratégie des Zero Trust. On pourra vous accompagner sur la partie identité en vous mettant en place des systèmes qui vont permettre de faire quoi? De vérifier l'identité, okay? La réputation de l'identité, et lui permettre de faire des actions pour avoir accès à vos outils. Côté device, la même chose. Vérifier l'état de santé, la réputation de l'équipement, vérifier son état de santé avant de rentrer dans la moulinette qui doit lui permettre d'avoir accès à quoi? À vos données, dont nous vous permettrons de les classifier, de les labelliser pour qu'on puisse les identifier, okay? Et de les crypter à la demande ou à la volée en fonction de vos besoins, de sécuriser vos applications et vos infrastructures, que ce soit l'infrastructure, base de données, ainsi de suite, ou réseau, surtout dans un environnement hybride. Et quand je parle d'hybride, je ne parle pas juste de votre data center et le cloud de Microsoft. Je parle du cloud mix, c'est-à-dire que ce soit cloud de Microsoft ou pas. Okay? Et c'est là, avec des stratégies claires, la checklist dont je vous ai parlé, des policies ou des stratégies claires d'assessment qui doivent être évaluées et des reporting qui vont permettre de pouvoir réellement savoir qu'est-ce qu'il en est. Et comment réaliser ça? Nous mettons en place des outils qui vous le font de façon intrinsèque. Il suffit de les avoir, de les implémenter et vous bénéficiez automatiquement de ces solutions. Identité, nous vous offrons Azure Active Directory, qui est un service cloud, okay, qui vous permet de pouvoir avoir une identité à la fois pour avoir accès à des ressources en local ou dans le cloud mix, okay, donc pour tout type d'environnement, même si c'est pour gérer, par exemple, votre accès à Facebook, il est capable de vous aider à sécuriser votre accès à Facebook. Ensuite, la gestion des terminaux, okay, que ce soit mobile, ordinateur, Linux et ainsi de suite. Okay. Ensuite, les données, protection des données, quelles que soient où elles sont, stockées, en transit, en exploitation, les applications, toute itération, traitement qui est fait et l'infrastructure. OK? Donc, pour tout ça, nous avons des solutions, okay, qui vont vous permettre de pouvoir avoir accès à ces solutions. Et je vais me permettre de m'arrêter là, si c'est possible, et peut-être donner la main à Souleymane. Souleymane, tu prends le relais. Oui, je suis là. Pour présenter réellement sous quelle forme nos auditeurs peuvent avoir accès à ces différentes solutions-là et réellement pouvoir bâtir une solution Zero Trust de bout en bout. Parfait.
Merci beaucoup, Fandiri. Ouf, j'ai appris beaucoup aujourd'hui, hein. Merci beaucoup et j'espère que ça a été le cas pour tous ceux qui sont dans ce webinaire aujourd'hui. En résumé, ce que je retiens, Fandiri, tu as parlé de beaucoup de thèmes qui sont très importants aujourd'hui dans la cybersécurité. Il y a même une revue qui se fait en ce moment, que je suis avec Hervé. Je me permets quand même de rappeler certains points que j'ai aimés, je dirais, où on parlait de 40% des menaces dans les entreprises viennent de l'interne. Okay? Parce que très souvent, on a tendance à pousser les gens, comme on dit, l'équipe IT ou tout notre environnement informatique à être sécuritaire, mais le problème, souvent, il vient de l'interne. Okay? C'est des individus qui sont déjà à l'intérieur. Ce que j'ai remarqué également, Fandiri, tu as mentionné la pandémie. C'est bien entendu, personne n'a vu la pandémie venir. La pandémie est arrivée, tout le monde devait travailler à distance. Ça a forcé les compagnies à prendre des décisions stratégiques sur la digitalisation sans forcément être prêt au niveau de la sécurité. Ça aussi, ça rend pas mal de compagnies vulnérables aujourd'hui parce qu'ils sont partis trop tôt ou trop vite sans être forcément préparés à l'avenir. Donc ça, c'est un élément qui est quand même assez important pour tout le monde. J'ai également apprécié le thème que tu as mentionné. Vous serez attaqué. Vous serez attaqué, mais seulement ce que j'ajouterais, vous serez attaqué, mais on ne sait juste pas quand. Donc, il serait très important de se protéger parce que ce quand, on ne le sait pas, c'est aujourd'hui, c'est dans 10 ans. Mais ce qui est mieux, c'est que c'est de doter des outils nécessaires et de sensibiliser, comme dans ce webinaire, et prendre la documentation, former vos équipes pour être prêts à ce jour-là. Okay? Il y a un autre élément que j'ai aimé également, c'est la complexité. Fandiri, l'image que tu as montrée par défaut, on parle d'une certaine complexité. Et cette complexité, comme tu l'as si bien dit, c'est l'ennemi de la sécurité intelligente. Ça également, pour tous ceux qui sont dans ce webinaire, que ce soit des directeurs généraux, que ce soit des DSI, cette complexité-là, tout le monde la vit. C'est-à-dire, l'ampleur va changer d'une compagnie à une autre, mais on est tous dans le domaine IT, tout le monde la vit, cette complexité-là. Donc, l'objectif, c'est de la simplifier et de prendre des mesures nécessaires pour attaquer la stratégie pour mieux protéger les données de vos entreprises. Donc ça, vous voyez mon écran, j'espère. En résumé, ce qu'on pourrait retenir également pour tout ça, j'ai fait quelques points ici en résumé. On parle de la gestion des identités et des accès, c'est-à-dire s'assurer qu'on a un accès sécurisé pour un monde très bien connecté. On a également la protection contre les menaces, c'est bloquer les menaces, tout ça au niveau des entreprises. Et on a la sécurité cloud. D'un autre côté, on parle de la protection et de la gouvernance. On parle de la gestion des risques, on parle de la gestion de la conformité. Nous, en tant que transnumérique, nous sommes là avec Microsoft pour dire, ben, on a une sensibilisation sur la cybersécurité, on a une sensibilisation sur les pôles d'attaque ou les failles qui pourraient arriver au niveau de notre entreprise, mais bien entendu, nous sommes là également pour nous assurer qu'on donne les outils nécessaires à nos équipes, accompagner les entreprises de façon globale sur ces pôles-là. Bien entendu, on parle de la gestion des identités. Azure AD, Fandiri le mentionnait tout à l'heure. On a protection contre les menaces. On a Microsoft Defender. Okay. On a Security Cloud, bien entendu. On a la gouvernance des données où on parle de protection, on parle de gouvernance, on parle de prévention. Okay. On parle de gestion des risques, le e-discovery, le insider et on parle de la conformité. Tout ça, c'est sur tout ce qui est Microsoft 365. Au niveau des Azure également, c'est dans le domaine d'Azure, on a bien entendu, je vais citer quelques-uns, Azure Defender qui est très populaire d'ailleurs, Azure Sentinel qui couvre tout ce qui est prévention, les menaces au niveau des Azure et au niveau des Security Center. Okay? Ce qui est très intéressant dans tout ça, c'est que tous ces éléments-là vous donnent les outils pour protéger chaque élément ou chaque aspect où vous pouvez être attaqué. Okay? Et si on s'en tient à ça, parce que vous allez vous poser la question, mais ça va me coûter combien? Vous pouvez poser la question, mais est-ce que j'ai déjà investi? Est-ce qu'il faut encore investir dans ces éléments-là? Aujourd'hui, cette complexité que Fandiri a montré tout à l'heure, si on s'en tient à ça, j'ai pris juste un échantillon pour dire, ben, s'il faut le faire, on doit protéger chaque élément. Tu vas prendre une compagnie ici, tu vas prendre une autre compagnie de ce côté. On prend le endpoint, on prend, donc ça peut aller, la liste peut être assez grande. Donc, si on fait une estimation assez brève de ce qui va arriver, on a $30 par utilisateur.
Pourtant, si vous venez avec un outil qui est très intégré, qui tient compte de tous ces aspects en un seul morceau, que le Microsoft E5 Security, lui, il couvre tous ces aspects-là et globalement, vous avez 60% de saving que vous pouvez faire tout de suite sur l'élément nécessaire. OK? Donc, globalement, ici, ça, c'est juste un aperçu. Vous allez vous poser également la question, Suleiman ou transnumérique, où est-ce que je commence? Nous allons toujours passer du mais comment on peut savoir? Parce qu'aujourd'hui, on peut juste entendre que tout le monde a un aspect sécuritaire, puisqu'il y a pas mal de DSI ici qui parlent de la sécurité au niveau de l'IT. C'est de l'existant. Mais aujourd'hui, personne ne sait, ou certaines personnes pourraient dire, mais je ne sais pas, est-ce que je suis vulnérable ou pas? C'est là où Transnumérique vient, encore une fois, dans son aspect ou dans sa stratégie d'accompagnement des entreprises, pour dire, on vous fait une offre gratuite de l'évaluation de votre infrastructure et que cette offre-là, vous l'installez, c'est des outils qu'on met à votre disposition. Vous êtes maître de ces outils-là parce qu'on ne veut pas entrer dans votre sécurité, puisque justement on parle de cybersécurité. Nous, on ne veut pas entrer là du tout. On vous donne l'outil, on vous accompagne, vous l'installez, vous faites un sniff de votre réseau et puis vous donne l'évaluation nécessaire de votre état, de l'état des lieux de votre infrastructure en cybersécurité. Nous allons, après cela, vous aider à faire une recommandation ou des recommandations. Comment mieux vous protéger sur les 6 failles ou les 6 pôles d'entrée au niveau de la cybersécurité. Bien entendu, nous allons vous conseiller sur le meilleur choix des outils parce que cette complexité que Fandiri a montré, nous allons la simplifier pour vous. Okay? Donc, nous allons, je pense, finir avec les offres globales de transnumérique aussi qui concernent tout l'accompagnement. On en a parlé au début, je rappelle juste ici. Et bien entendu, je dirais merci à tout le monde. Et merci aussi à toute votre patience. On a pris un peu de retard. Je vais laisser la parole à Hervé s'il y a des discussions ou il y a des questions pour mieux les répondre. Merci. Merci beaucoup à tous. Merci Fandiri et merci Suleiman. On va passer aux questions. Il y avait quelques questions qui ont été posées dans le chat. Alors, je vais commencer avec une des premières questions qui est adressée à Fandiri, qui est: quels sont les risques encourus lorsque nous utilisons des logiciels craqués en entreprise? D'accord. Ça, c'est une très bonne question. Super question. Déjà, pour tout logiciel que vous utilisez, lorsque vous acquérez le logiciel, qu'il soit libre, qu'il soit propriétaire, il y a ce qu'on appelle une assurance qualité qui vient avec le logiciel. Il dit, par exemple, ce logiciel, c'est un logiciel qui permet de gérer les archives. Donc, l'assurance qualité vous permet de savoir que, OK, il ne fait que, par exemple, archiver, désarchiver et toutes les actions qui sont liées à l'archivage. Le seul fait que vous utilisez un logiciel craqué, déjà, comme on le craque, c'est qu'on est obligé de venir modifier son code source, son comportement par défaut. Ce qui fait que cette assurance qualité-là n'est plus garantie. Vous ne pouvez plus dire que ce logiciel ne fait que ce pourquoi il a été conçu. Ça, c'est déjà un élément. Ce qui fait que, déjà, en termes de sécurité, c'est un risque. On n'est plus capable de pouvoir donner le niveau de confiance qu'on avait au logiciel. On n'est plus capable d'avoir ce même niveau de confiance. Ça, de deux, vous allez remarquer que les principes pour craquer sont souvent des principes soit de modification du code source, donc on peut se permettre de mettre des backdoors, de mettre plein de choses dedans dont vous n'avez pas forcément connaissance. Et très souvent, vous allez installer ces logiciels, vous allez avoir l'antivirus qui va un peu réagir parce qu'il va regarder la signature, il va voir que le logiciel n'a pas un comportement vraiment normal. Et très souvent, ce qui va être fait, c'est que si l'utilisateur a été poussé à craquer, sera aussi poussé à faire quoi? À demander à l'antivirus de faire une exception. C'est la logique. Ce qui fait que très souvent, ces applications-là ont libre cours dans votre environnement et peuvent faire tout et n'importe quoi. Ce qui encore va agrandir le risque. Deuxième aspect, une autre technique, c'est de pouvoir utiliser des clés. Vous avez des logiciels qui peuvent ne pas être modifiés, okay, en termes de modification du code source, mais on va vous donner des clés qui vont vous permettre de craquer, qui vont vous permettre d'activer, par exemple, les logiciels. Et il y en a plein comme ça de clés. La question que de vous poser, où ces personnes-là arrivent à obtenir ces clés? Bien sûr, c'est en faisant de l'exfiltration des données.
C'est en récupérant des données sur des ordinateurs, soit infectés, soit où ces logiciels sont installés, pour pouvoir récupérer les clés et qui vont remettre en vente. Ce qui fait que finalement, vous êtes finalement l'APA. C'est vous qui allez permettre à ce que ce système-là puisse continuer. Et s'il est capable d'extraire ou d'exfiltrer des données, qu'il est capable d'extraire ou d'exfiltrer des données qui sont personnelles ou des informations qui sont sensibles. Donc, ce qui fait que c'est vraiment une grande menace pour toute entreprise d'avoir des logiciels qui sont craqués, donc qui perdent la fiabilité. Surtout quand vous avez investi énormément dans votre système IT ou dans les services que vous offrez. Je ne vois pas pourquoi vous allez mettre ce risque en ayant des protections. Merci beaucoup pour ta réponse. Il y a une deuxième question qui disait, peut-on mettre en place des objectifs et indicateurs de suivi de la fiabilité? D'accord. Cette question-là est assez large, OK? Ça va dépendre du domaine, ça va dépendre du service. Très souvent, ce que beaucoup vont faire et ce que beaucoup font, c'est qu'elles se basent sur des standards ou des normes qui sont reconnues. Okay? Si on est en banque, on va parler de PCI DSS, on a des ISO, on a le NIST, okay? Qui est l'un des organismes qui permet d'avoir des indicateurs précis de fiabilité, de bonne configuration, par exemple, d'environnement. Donc, vous êtes sûr que vous avez bien configuré votre environnement. Mais malgré toutes ces configurations, on a eu à le voir, la fiabilité n'est jamais à 100%. Okay? Vous allez avoir la possibilité, et par exemple, le Azure Defender que j'ai présenté, a en son sein des modules qui vous permettent de faire une évaluation de votre infrastructure, par exemple par rapport à la norme PCI DSS. Vous dit exactement, vous n'êtes pas conforme, vous êtes conforme, voilà ce que vous devez faire, voilà les recommandations, et ainsi de suite. Donc, il est capable réellement de vous aider dessus. Mais à la fin, c'est que il faut en plus de ces checklists ou de ces indicateurs de fiabilité, avoir cette capacité de se dire, je ne peux pas avoir un système à 100% fiable. Donc, si je ne peux pas avoir un système à 100% fiable et que par mégarde, j'ai une faille parce que j'ai un système qui n'est pas capable de respecter ce critère de fiabilité ou de conformité, qu'est-ce que je fais? C'est en cela que réellement la notion de zero trust et de assume that you are under attack est importante. Donc, avoir cet esprit de dire, si j'ai la bonne fiabilité, il faut que j'ai aussi le bon système d'audit, le bon système de supervision et le bon système de réponse si finalement je suis sous attaque. D'accord. D'accord, merci beaucoup pour ta réponse. On va passer à une autre question. Et il y a une autre question qui disait, on remarque le plus souvent que des entreprises utilisent des outils sans licence, notamment la suite Office. C'est quoi les risques? La suite Office sans licence. Je pense que ça rejoint la première question en termes de logiciel craqué. De craquer, oui, c'est vrai. Oui. La deuxième question ici, c'est quoi l'avantage de déployer ATA? OK. Très bonne question. Donc, dans la stratégie que j'ai présentée, le premier élément, c'était l'identité et les accès. Et on a vu que 80% des brèches, pas seulement des attaques, parce que attaquer, c'est une tentative. Moi, j'essaie de vous attaquer. Ça ne veut pas dire que je vous ai blessé ou vous avez été victime ou vous avez subi une brèche. Okay? Donc, l'attaque peut ne pas réussir. Mais les attaques, vous ne pouvez pas les prévenir. Vous aurez toujours des attaques. Donc, il faut vous attendre à avoir des attaques. Mais lorsqu'il y a brèche, lorsque quelqu'un arrive à rentrer dans le système, arrive à compromettre le système, on a vu que 80% du temps, c'est lié à quoi? À l'identité. Donc, ATA, c'est une solution qui vous permet de pouvoir avoir cette visibilité sur toutes les activités liées à votre identité, et c'est basé sur Active Directory, en supposant que, par exemple, Active Directory est votre système d'authentification, okay, principal, donc pour tous les systèmes en local. Donc, d'abord, c'est une solution on-prem, c'est-à-dire que c'est une solution pour l'infrastructure locale. Donc, on suppose, on n'a pas le cloud qui est intégré,
c'est juste pour l'infrastructure locale, et qui fait quoi? Qui permet de monitorer toutes les activités des comptes utilisateurs. Qu'est-ce que ce compte fait? Il est capable, par exemple, de vous dire, OK, et là, je l'ai testé dans une banque dans la sous-région, je ne peux pas nommer le nom, mais la banque était sous attaque. On est allé et ils ont décidé de faire un POC. On a fait un POC avec ATA. L'installation d'ATA se fait très rapidement. En une journée, on a déjà fini d'installer ATA. On a mis comment on appelle ça, les sondes. Les sondes se mettent sur les serveurs d'identité. Ce que vous allez remarquer, c'est quoi? L'attaquant ou le virus ou la menace va se promener sur le réseau. Mais le seul moyen pour qu'il puisse passer, par exemple, d'un à l'autre, il faut qu'il s'authentifie. Même quand l'authentification est anonyme, il y a une authentification qui se fait. Seulement, on dira, quelle que soit ton identité, quel que soit ton login, quel que soit ton mot de passe, je t'autorise. Mais il y a une authentification qui est faite. Donc, il y a une traçabilité de toutes ces authentifications-là. Et lorsqu'elles passent par le serveur d'authentification, vous avez une visibilité dessus. Donc, ATA va pomper des informations de log sur les identités et nous a permis, par exemple, d'identifier qu'un des administrateurs était en train de lancer des PowerShell alors que cet administrateur était en congé. Est-ce que vous voyez? Et le PowerShell, par exemple, c'était une commande et dedans, c'était bien noté qu'il n'avait pas l'habitude de le faire. On a analysé son comportement sur les 15 derniers jours. C'est quelqu'un qui a l'habitude de faire, on va dire, de l'administration graphique. Il n'a pas l'habitude de taper des lignes de commande. Et cette fois-ci, on le voit taper des lignes de commande et qui font quoi? Qui font des pair sessions. Donc, il est sur sa machine, pardon, sur un serveur, et il laisse une session sur un autre serveur. Bon, un administrateur normal, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du remote, il fait du bureau distant, il se connecte et puis il fait sa configuration. Donc, ce dernier n'avait pas l'habitude de le faire. Donc, par exemple, cela a été flagué. Ça permet, par exemple, d'identifier ça. Mais au-delà de ATA, nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle Azure ATP, qui est la version d'ATA, mais qui est pour le cloud. Okay? Donc, qui va vous permettre, par exemple, de gérer à la fois des identités locales et aussi des identités cloud. Couplé à Azure Active Directory, donc ça va vous permettre d'avoir toute cette fonctionnalité-là sur n'importe quel type de plateforme. Merci beaucoup. Il y a une autre question qui dit, si nous faisons la corde sur la sécurité des données sur 20 ans, sommes-nous plus confrontés aux menaces aujourd'hui? Je n'ai pas compris le début. Si nous faisons la courbe de la sécurité sur la sécurité des données sur 20 ans, sommes-nous plus confrontés aux menaces aujourd'hui? Oui. Oui, nous sommes plus confrontés aux menaces. Déjà, par le fait qu'on s'expose plus et ce n'est pas par objectif de s'exposer, c'est par objectif aussi d'offrir plus de services. Vous avez remarqué, avant, pour aujourd'hui, nous, utilisateurs lambda, on a des services qu'on apprécie énormément. Moi, aujourd'hui, j'ai la capacité de faire un virement à partir de mon téléphone, sur mon compte bancaire. C'est un service à valeur ajoutée énorme, super intéressant. Je ne me déplace pas, je suis chez moi, je peux payer mes factures, tout ça. Ce sont des services à valeur ajoutée. Et ces services à valeur ajoutée ont dû exposer l'entreprise en termes de surface d'attaque. Avant, il fallait forcément aller devant un guichet, devant une dame qui, elle seule, avait accès à la plateforme et pouvait faire des modifications. Maintenant, depuis chez moi, je suis capable de faire des modifications sur cette plateforme. Donc, ce qui veut dire qu'elles se sont exposées. Donc, au plus les entreprises vont s'externaliser, vont ajouter de la valeur ajoutée et vont vouloir faciliter, on va dire, la vie à ses usagers, elle va avoir tendance à s'exposer parce qu'elle va commencer à utiliser des systèmes qui sont de plus en plus sophistiqués et très souvent qui sont ouverts à Internet. Donc, cela aussi va accroître l'appétit de ceux qui ont pour habitude de hacker ou d'attaquer les systèmes. Donc, ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a eu vraiment, on va dire, une explosion. Mais ce qui est malicieux derrière, c'est qu'en plus de cette explosion, on a vu que cette explosion avant ceux pour qui on avait peur, c'est ce qu'on appelle les kiddies, des gens qui avaient des outils qui permettent de faire du hacking. Mais maintenant, ils vont en bande organisée. On a des organisations de hackers qui sont des entreprises, qui ont des DT, qui ont des CEO, qui ont des stratégies, qui font des réunions aussi pour attaquer. Hein? On a même des gouvernements qui le font. Donc, ce qui veut dire que même en plus de l'accroissement de la menace, on a la menace qui est devenue plus organisée, donc qui est devenue encore plus subtile et plus dangereuse. Donc, c'est pour ça qu'il est super important d'avoir vraiment une belle stratégie de cybersécurité.
D'accord, on va finir avec la dernière question puisque c'est une dame qui pose la question. Elle dit, c'est quoi les risques du BYOD, BIOD, et comment gérer ces éventuels risques? D'accord. Ça, c'est une très, très belle question. D'abord, pour ceux peut-être qui ne le savent pas, le BIOD, c'est Bring Your Own Device. Le principe, c'est quoi? C'est que on va permettre à des personnes d'apporter leur propre équipement à eux, pour avoir accès à l'infrastructure. L'exemple le plus simple, c'est par exemple le téléphone. Aujourd'hui, des gens ont leur téléphone personnel, mais on le mail de l'entreprise configuré déjà. Si j'ai le mail de l'entreprise, ça veut dire que j'utilise les données de l'entreprise. Donc, ça peut être des données sensibles, et ainsi de suite. Donc, c'est ça le Bring Your Own Device. En quoi cela est un risque? C'est d'abord un avantage. Ça permet aux gens d'être facilement productifs. Donc, on ne va pas exiger à ce que l'entreprise achète des téléphones pour tout le monde. Chacun peut venir avec son téléphone en fonction de ses goûts, en fonction de ses tendances, et ainsi de suite. Et puis, pourra travailler aisément. OK? Mais qu'est-ce qui va se passer? On va donner la liberté à chacun d'envoyer des équipements dont on n'a pas forcément le contrôle en tant qu'entreprise. L'entreprise a eu pour tradition de protéger les infrastructures qui lui appartiennent. Donc, les serveurs, l'accès à la salle serveur, les logging et mots de passe, tout ça, qui sont dans le contrôle de l'entreprise. Et les équipements mobiles, que ce soit l'ordinateur personnel de maison, que ce soit le téléphone ou autre, souvent est en dehors du périmètre de sécurité par défaut de l'entreprise. Donc, c'est en cela que c'est une menace. Maintenant, l'objectif, c'est de réellement minimiser cette menace en faisant quoi? En ayant un système qui la continuité du système qui est mis en place, mais qui va maintenant tenir compte de ces équipements. C'est de ça qu'on a parlé avec, par exemple, l'accès conditionnel, qui permet de faire quoi? De demander à moi qui utilise mon ordinateur personnel, par exemple à Microsoft, quand j'utilise mon téléphone personnel pour avoir accès, par exemple, à la messagerie Microsoft. Donc, quand je ouvre mon Outlook, que je mets mon login et mot de passe pour configurer ma messagerie, on me demande d'installer un agent sur mon téléphone. Si je n'ai pas installé cet agent qui va permettre de s'assurer de la sécurité de mon téléphone et de sa conformité, je ne peux pas avoir accès à l'infrastructure de l'entreprise. Ce qui va permettre à l'entreprise, pas de venir regarder dans mon téléphone, mais de gérer la conformité et le risque. Donc, on va dire, ton téléphone doit être verrouillé par soit la biométrie, ton téléphone doit avoir un antivirus, ton téléphone doit avoir telle configuration, et ainsi de suite, tout ça. Lorsque tu as accès à un document qui est sensible, par exemple, le copier-coller ne doit pas être possible. Tu as un environnement, par exemple, pour certains types de téléphones, tu as un environnement professionnel et un environnement personnel. Si tu dis que ton téléphone est égaré, depuis l'entreprise, on appuie sur un bouton et l'environnement professionnel disparaît totalement. Donc, on le formate totalement. Donc, il y a tous ces mécanismes-là qu'on essaie de mettre en place pour minimiser le risque. Mais effectivement, c'est super important d'avoir une stratégie qui intègre les Bring Your Own Device. Merci beaucoup. On est en train de passer le temps. Ce qu'on va faire, c'est que les autres questions qui sont là, on va se faire fort de répondre à ces questions-là par mail. Maintenant, je voudrais laisser la parole à M. Souleymane Sidibé pour remercier... Hervé, si tu me permets, juste un point. Malheureusement, faute de temps, et je m'en excuse vraiment, on n'a pas pu passer la démo. Mais je vous ai partagé le lien de la démo dans le chat. Ok, la démo est intuitive. Ok, vous cliquez juste sur le lien. Vous avez un guide step by step qui va vous démontrer comment, par exemple, la sécurité est faite, la traçabilité, la connexion entre tous les outils dont on vous a parlé pour avoir une visibilité sur l'environnement. Vous pourrez le faire à travers ce lien. Je m'en excuse, je n'ai pas pu exécuter la démo faute de. Désolé. D'accord, merci. Alors, on va laisser la parole à M. Souleymane Sidibé pour remercier les clients et nous dire à la prochaine, si je peux dire ça comme ça. Ok, bonjour ou rebonjour à tous. Merci encore une fois, Fandiri. Ça a été beaucoup d'apprentissage pour tout le monde. J'allais dire, vu qu'on court, on a quand même un peu de retard dans notre planification, on s'en excuse globalement. J'allais dire au nom de Transnumérique, toute l'équipe d'organisation, je vous remercie. Je remercie tous les clients, notamment, je parle du Sénégal, il y a plusieurs pays qui sont représentés avec nos représentants de vente qui sont Magana et
et Balkissa qui sont sur le terrain au Sénégal. En Côte d'Ivoire, on a Kevin, on a toute l'équipe de marketing, on a Ghana aussi où on a Edia qui est notre représentant des ventes et toutes les autres succursales où nous avons des partenaires qui ont fait du relais dans ces informations-là. Nous comptons vraiment sur vous, c'est-à-dire avec la sensibilisation qu'on a eue aujourd'hui. Merci à tout le monde. Et la suite de la documentation, c'est-à-dire cette présentation va être relayée dans vos emails respectifs. Okay. Nous sommes aussi disponibles pour toute question, tout accompagnement. Bien entendu, je rappelle encore l'offre gratuite sur l'évaluation de l'état des lieux de votre entreprise au niveau de la cybersécurité. Comme on le dit en anglais, we don't know what we don't know. C'est-à-dire, si vous ne savez pas où vous êtes, ben, c'est très difficile de planifier de façon stratégique où vous devez aller. Et la cybersécurité, ce n'est pas un leurre, c'est une réalité. Donc, sur ce, moi, Hervé, je dirais merci encore une fois et j'en ai fini. Merci beaucoup, Souleymane. Merci aussi à M. Fandiri. Merci beaucoup. Et merci à tout le monde d'avoir participé à ce webinaire. Nous vous tiendrons au courant de nos prochains webinaires. Mais vous recevrez chacun de vous par mail la présentation en anglais comme en français. Et nous vous disons très belle journée et à très bientôt. Et n'oubliez pas que l'évaluation gratuite, l'évaluation de votre environnement informatique pour la cybersécurité est gratuite. Alors, vous pourrez prendre attache avec chacun de nos experts pour cela. Mais vous allez avoir tous ces renseignements-là dans le mail qui vous sera transmis. Merci beaucoup et à très bientôt.